فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Commissaire général au plan, chers aînés, collègues médecins, chers amis de Terre d'Ophtalmo, c'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole. Et ma prise de parole ne sera pas un discours. Je voudrais juste donner des mots de remerciement. D'abord à l'endroit du président de la République qui nous a toujours fait l'honneur d'être présent à ces journées. Et aujourd'hui, suite à ses charges, n'a pas pu venir. On le remercie pour tout son soutien. Je voudrais aussi remercier Madame la ministre pour avoir bien voulu accepter l'organisation de ces 15e journées avec le thème « œil et maladie générale ». Je pense que c'est un devoir aussi pour moi de rappeler un peu, de faire un peu d'historique par rapport à ces journées médicales, parce que je dis 15e journée, ça veut dire que ça fait plus d'une décennie que ces journées sont organisées. Et cela, nous le devons à l'acharnement d'un homme, nous le devons au dévouement d'un homme qui est Dr Chamfi, mais Dr Chamfi seul ne peut rien. Seul, il ne peut rien. Donc, avec tous ses amis ici présents, avec l'autorisation des autorités nationales, chaque année, il a l'occasion de nous réunir ensemble pour pouvoir, premièrement, lutter contre notre isolement géographique, que ce soit du point de vue international, en faisant venir des spécialistes d'outre-mer, et aussi l'isolement interne de nos collègues médecins qui travaillent au niveau des îles, au niveau de la périphérie, pour pouvoir bénéficier de cette formation post-universitaire. C'est aussi pour pouvoir rehausser le plateau technique existant aux Comores que tout cela est fait. Le plateau technique existant à travers la formation des praticiens comoriens, mais aussi cette alliance, cette amitié entre hommes, entre institutions, permet
aussi de doter les Comores d'outils de dernière génération. Je voudrais remercier nos amis pour toutes les donations d'outils qu'ils ont eu à faire, notamment l'OCT et d'autres appareils qui sont donnés aux Comores. Je remercie au passage le directeur général de l'hôpital El Marouf, qui est l'hôte qui a accepté que tout ça se passe au niveau de son institution. Et enfin, je voudrais aussi remercier tous nos devanciers, tous nos aînés qui sont dans la salle pour leur présence, leurs conseils qui nous donnent quotidiennement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la santé oculaire a un impact sur beaucoup de choses, sur l'éducation, l'emploi, la qualité de vie, la pauvreté et bien d'autres objectifs de développement durable. On estime environ à 180 millions de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. De 40 à 45 millions d'entre elles sont aveugles et 90% de ces personnes aveugles vivent dans les pays à faible revenu. Ces chiffres sont en forte augmentation, conséquence directe de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs, dont l'accroissement démographique, le vieillissement de la population, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire et bien d'autres. Jusqu'à 80% de ces cas de cécité sont évitables, soit parce qu'ils résultent d'affections évitables, soit parce qu'ils sont guérissables. D'où le thème de cette 15e journée œil et maladie générale. Je voudrais donc profiter pour inviter tout le monde à se faire consulter au moins une fois par an pour pouvoir voir la fonctionnalité de son appareil oculaire. Comme je disais au début, je ne vais pas faire un discours long. Je voudrais juste vous rappeler que ça fait plus d'une décennie que l'OMS a assisté et continuera d'assister le programme de lutte contre la cécité aux Comores en fournissant soit une assistance technique dans le renforcement des capacités des agents de santé existants en milieu périphérique, soit en appuyant l'organisation de ces rencontres, des rencontres de ce genre. C'est ainsi que je voudrais saisir l'occasion pour solennellement affirmer et réaffirmer l'engagement de l'OMS à accompagner le ministère de la Santé dans la lutte contre les maladies non transmissibles et plus particulièrement dans la prévention de la cécité. Je pense que je ne saurais aussi terminer, j'ai oublié de saluer dans l'historique toute la relation qui a commencé avec le professeur Bernard Arnault et au niveau de l'université de la faculté de médecine de Montpellier, qui est aussi à l'origine. Je pense que je me dois de citer son nom. Et je me dois aussi de citer toutes les actions qui ont été soutenues par Dominique Négrel, qui a pris le relais de Bernard, et aussi de tous les amis qui sont ici présents de Terre d'Ophtalmo. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier encore une fois Madame le ministre de la Santé et tous les participants de la salle. Mes remerciements vont également à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ces journées d'ophtalmologie. Vive la coopération internationale, vive l'amitié entre les hommes, vive l'Union des Comores. Marhaba Mengi. Merci, Monsieur le représentant de l'OMS. Maintenant, nous allons suivre le message de Monsieur le Président de l'Association Terre d'Ophtalmo, le Dr Camille Rambo.
Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire général au plan, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le directeur du centre hospitalier El Marouf, Monsieur le coordinateur national, chers confrères, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être devant vous aujourd'hui et je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu réserver à notre ONG Terre d'Ophtalmo. Un partenariat de coopération a été mis en place entre notre ONG et le ministère de la Santé à travers le plan national de lutte contre la cécité il y a bientôt 4 ans. Le but est de soutenir le PNLC en renforçant les capacités du personnel médical, par la formation, par les échanges de connaissances et par l'appui en plateau technique et en consommables. Nous avons pu faire la donation en début d'année d'un scanner ophtalmologique, OCT, qui permet le diagnostic précoce de maladies fréquentes aux Comores, comme le glaucome ou les complications ophtalmologiques du diabète. Et nous sommes venus en cette fin d'année avec un matériel d'excellence permettant la chirurgie de la cataracte selon les meilleurs standards internationaux. Notre équipe aujourd'hui est composée de médecins issus de différents hôpitaux, tels que les 15-20 à Paris, les hôpitaux Bégin et Bercy, l'hôpital de Genève en Suisse et l'hôpital de Brest. Durant notre séjour, en dehors de notre participation à cette 15e journée nationale d'ophtalmologie des Comores, nous avons réalisé des activités médico-chirurgicales au centre hospitalier El Marouf, aux côtés de nos confrères comoriens. Nous avons à cœur que ce partenariat soit pérenne. Je profite de cette tribune pour adresser des remerciements particuliers au Dr Chanfi pour son travail constant et soutenu pour l'amélioration de la santé oculaire aux Comores. Et au nom de notre ONG Terre d'Ophtalmo, je vous remercie à nouveau pour votre accueil. Merci, Monsieur le Président de l'association Terre d'Ophtalmo. Maintenant, honorable assistance, mesdames et messieurs, nous allons suivre l'allocution de son Excellence Madame la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la Promotion du genre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le commissaire général au plan, Monsieur le président de l'Université des Comores, Monsieur le directeur du CHN El Marouf, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le président de l'association Terre Ophtalmo, chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque année, il m'est un réel plaisir de me trouver avec le personnel soignant de l'Union des Comores en présence des membres de l'association Terre d'Ophtalmo pour célébrer ensemble la journée médicale d'ophtalmologie des Comores. Permettez-moi de saisir d'emblée cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence Al-Imam Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, pour son engagement et sa détermination en faveur du développement du secteur de la santé, un des piliers principaux du plan Comores émergent. Je remercie également le président de l'Assemblée nationale de nous avoir laissé cette belle salle pour abriter notre journée. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, honorables assistances, le thème de cette journée est l'œil et maladie générale.
Ce thème, bien qu'il soit assez vaste, a une résonance particulière en cette période où des maladies émergentes apparaissent chaque jour dans le monde. Plusieurs maladies ont en effet des retentissements ophtalmologiques dont la sévérité est variable, mais deux attirent notre attention sur la pertinence et l'actualité de ce thème. Je parle ainsi du diabète avec son cortège de troubles oculaires, notamment la rétinopathie diabétique et le VIH-Sida, dont l'œil est au centre des complications redoutables telles que la rhinite à cytomégalovirus, qui est responsable de la majorité des malvoyances chez les personnes atteintes du VIH-Sida. Par ailleurs, beaucoup de chercheurs parlent aussi d'une fréquence assez élevée de la conjonctivite et de rétinite chez les patients atteints de la COVID-19. Honorable assistance, la prévalence de la cécité en Afrique subsaharienne est de 2,2%. En Union des Comores, elle est estimée entre 0,6 à 8%. La norme fixée par l'OMS étant de 0,5% dans une communauté donnée. Cette prévalence élevée doit nous interpeller sur la nécessité d'une politique rigoureuse de lutte contre la cécité qui veut compromettre toute une vie. La cataracte, qui est la première cause, peut pourtant être prise en charge assez facilement. Malheureusement, en dépit de plusieurs efforts, l'offre des soins oculaires de qualité et l'accessibilité aux structures de santé restent très faibles. En collaboration avec les techniciens et nos partenaires au développement, nous devons réfléchir sur la nécessité de lancer une politique de médecine scolaire dont l'ophtalmologie occupera une place de choix pour dépister précocement tout trouble de la vision. Il ne sera pas non plus aberrant de mettre avec les services compétents des équipes mobiles pour des consultations de proximité. Chère assistance, je ne saurais finir sans adresser mes vifs remerciements à tous les partenaires de cette journée, au premier rang l'Organisation mondiale de la santé, l'Université des Comores, l'Association Terre Ophtalmologie, le CHN El Marouf et plus particulièrement au Dr Chanfi. Mes remerciements vont également aux organes de presse, tant publics que privés, qui sont mobilisés pour couvrir l'événement. En effet, leur précieux concours aura permis au grand public non convié à cette cérémonie à cause de la COVID-19 de suivre le déroulement de cette journée nationale. C'est avec l'espoir que cette formation aura permis à tout un chacun de pouvoir échanger et améliorer ainsi les expériences en matière de prise en charge que je déclare ouverte la 15e journée médicale ophtalmologique des Comores. Je vous remercie. Merci, Excellence Madame la Ministre. Maintenant, nous allons démarrer avec les présentations. Mais tout auparavant, nous allons inviter les modérateurs, le docteur Monjoint et le docteur Islam, à nous rejoindre ici. L'Organisation mondiale de la santé en Union des Comores, Monsieur le directeur général de l'hôpital El Marouf, mes chers amis, terre d'ophtalmo, plus particulièrement mon très cher ami, le président Camille Rambaud, honorable assistance, assalamu alaikum. En cette 15e journée médicale d'ophtalmologie des Comores, j'ai l'honneur de vous présenter comme premier thème l'œil et la génétique. Donc, diapo. Pourquoi avons-nous choisi ce chapitre avant d'entamer
les pathologies générales. Eh bien, nous savons tous que toutes les maladies qui touchent l'homme ou le corps humain ont ce qu'on appelle un début et une fin, pour ne pas dire une origine. Donc, nous savons tous que la génétique humaine est un domaine très pointu, qui est très vaste. Et donc, actuellement, cette spécialité qui est l'ophtalmologie demeure une spécialité pionnière dans la génétique humaine. Mais en fait, le développement grandiose des techniques de biologie moléculaire ainsi que les connaissances qui en découlent ont permis d'individualiser en fait la génétique ophtalmologique comme étant une entité médicale à part entière. Suivant. Le but, c'est quoi? Eh bien, le but de cette génétique moléculaire, c'est de prendre en charge les patients atteints de ce type de maladie rare, d'identifier les gènes responsables de pathologies héréditaires oculaires, de pouvoir proposer un diagnostic moléculaire avec un conseil génétique et enfin d'orienter les abords thérapeutiques tant attendus. Je vous ai bien dit, ce chapitre est dû pour rappeler les bases nécessaires à la compréhension et aux conséquences de ces nouvelles découvertes sur la génétique ophtalmologique. Maintenant, on va parler un peu de science sur les bases de la génétique humaine. Si on se réfère aux travaux effectués par Tijoux et Leuven, eh bien, tout organisme humain renferme dans ses cellules un certain nombre de chromosomes, totalisé environ 46 chromosomes, sauf les gamètes. Et dans ces 46 chromosomes, 2 vont servir de différenciation sexuelle. On les appellera des gonosomes ou chromosomes sexuels. Donc, nous compterons environ 44 autres chromosomes, c'est-à-dire des autosomes, mais les gonosomes sont répartis en XY pour différencier le sexe masculin et XX pour différencier le sexe féminin. Le matériel génétique, eh bien, c'est comme un ordinateur. Cet ordinateur ne pourra pas fonctionner s'il n'a pas un disque dur et un mémoire. Et donc, le matériel génétique est composé de la cellule humaine, et dans cette cellule humaine, il y a des composantes, dont le plus important, c'est le noyau. Et ce noyau-là va renfermer le matériel génétique qui est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Et dans cet acide désoxyribonucléique vont s'impacter les chromosomes. Ces chromosomes-là vont donner l'information et vont constituer ce qu'on appelle le génome humain. Ça, c'est pour essayer d'expliquer ce que je venais de dire sous forme de schéma. Nous avons là la cellule. Nous avons la cellule. À l'intérieur de la cellule, nous avons les mitochondries, le cytoplasme, et au milieu, nous avons le noyau. À l'intérieur du noyau, nous voyons les chromosomes qui sont à l'intérieur. Justement, quand il y a la division cellulaire, c'est là où on voit les chromosomes. Et ces chromosomes-là, vous voyez qu'à l'intérieur de ces chromosomes, nous avons l'ADN. Suivant. Puisque nous avons parlé de chromosomes, nous allons aussi parler de ces désordres chromosomiques, d'où l'intérêt du karyotype. Eh bien, je viens de dire que ces chromosomes étant impactés sous forme d'ADN dans tous les noyaux cellulaires, et chaque noyau contenant 46 chromosomes,
chaque cellule va renfermer 2 copies de 22 chromosomes, de 22 autosomes et 2 chromosomes sexuels. L'eucaryotype, c'est quoi? Eh bien, l'eucaryotype, c'est une analyse morphologique de ces chromosomes d'une cellule. Donc, on va pouvoir identifier tous ces chromosomes sous forme de cartographie. Ce karyotype peut se réaliser soit sous forme d'une prise de sang, ou bien au niveau des tests tissulaires tels que les cellules du liquide amniotique ou la moelle osseuse. Suivant. Vous avez ici le schéma d'un karyotype normal, un couple 22 autosomes plus les gonosomes XY. Quelles sont les aberrations chromosomiques qu'on peut rencontrer au niveau de l'humain? Il y a 2 anomalies chromosomiques qu'on peut catégoriser. Il y a les anomalies du nombre et ce qu'on appelle les anomalies de structure. Les anomalies du nombre, s'il vous plaît. Dans les anomalies du nombre, nous pouvons avoir, d'abord, ils sont causés par soit une perte ou une addition d'un chromosome du karyotype. C'est le cas des trisomies. Vous avez déjà entendu le mongolisme, le trisomie. La trisomie, eh bien, c'est l'existence d'un chromosome qui peut être soit en 3 exemplaires ou bien en un seul exemplaire. Donc, dans le cas de la trisomie 21, vous avez un chromosome qui est présent en 3 exemplaires. Nous pouvons aussi assister à des monosomies. C'est le cas du syndrome de Turner, appelé aussi 45X. L'absence de tout chromosome est incompatible avec la vie humaine. Donc, tout le monde est né avec des chromosomes. Nous avons ici les anomalies de nombre, la trisomie 21, que vous voyez la présence de 3 chromosomes, mais aussi nous avons le syndrome de Turner avec la présence d'un seul chromosome X, 45X. Suivant. Maintenant, on va parler des anomalies de structure. Eh bien, elle peut toucher les bras du chromosome. Il y a le bras court et le bras long. Donc, il s'agit d'une anomalie par perte d'un segment, qu'on appelle aussi une délétion partielle, marquée par le signe moins, ou bien on peut aussi avoir une délétion du bras court. C'est ça ce qu'on appelle les anomalies de structure. Ensuite, on peut avoir une autre forme d'anomalie de structure appelée une translocation. Eh bien, une partie du fragment peut aller s'associer sur l'autre fragment du chromosome. Suivant. Donc, vous avez ici la translocation et nous avons là-bas la délétion. La délétion, c'est qu'une partie du fragment de chromosome va se dissocier. Alors, la translocation, il va s'ajouter. Donc, il va y avoir un transfert de matériel génétique dans la translocation pour déterminer le caractère. Donc, la translocation est en fait une cassure d'un fragment d'un chromosome suffit du recollement de ce fragment sur un autre chromosome. Le risque, c'est quoi? Le risque est de pouvoir apparaître dans la descendance d'une translocation déséquilibrée par trisomie partielle ou délétion partielle des maladies héréditaires très graves. Et toute aberration chromosomique déséquilibrée va s'accompagner d'une dysmorphie, parfois de malformation, qui peut à ce titre toucher l'organe visuel. Leur gravité est liée à l'aliénation mentale, sauf dans quelques cas portant sur les gonosomes où l'intelligence est souvent normale. Nous avons ici le cas d'une trisomie 21,
avec ses caractéristiques cliniques. Quelles sont les pathologies chromosomiques et l'œil qu'on pourrait voir? Eh bien, cliniquement, les aberrations chromosomiques vont se manifester s'il n'y a pas d'arrêt de la grossesse. Si la grossesse continue, donc, les manifestations vont se voir à la naissance du nouveau-né. Donc, ces malformations systémiques avec un retard mental auxquelles peuvent se rajouter des anomalies oculaires. Dans ce cas, l'indication du cariotype est primordiale avant toute atteinte oculaire. Comment se fait la transmission de caractère héréditaire? Eh bien, la détermination d'un caractère est parfois liée à l'existence d'un seul couple de gènes, c'est-à-dire le gène du père ou le gène de la mère. Si le caractère se manifeste dès qu'il est présent en un exemplaire ou une dose reçue par l'un des parents, on dit que le caractère est bien dominant. C'est pour cela qu'on parle des maladies autosomiques dominantes et des maladies autosomiques récessives. Et si au contraire, il ne se manifeste que lorsque le sujet reçoit le gène du père et de la mère, à la fois, on dit que le caractère est récessif. Selon le gène est situé sur un des chromosomes non sexuels, les gonosomes, ou sur le chromosome X, on distingue l'hérédité autosomique dominante et l'hérédité autosomique récessive. Mais dans cette partie-là, on peut aussi parler de l'hérédité liée au sexe, qui est en fait très exceptionnellement dominante ou presque toujours récessive. C'est quoi l'hérédité autosomique dominante? Si on considère le cas d'un sujet hétérozygote, c'est-à-dire qu'il y a deux gènes différents, gène A qui n'est pas muté, qui est normal, et petit a qui est muté, donc A, le gène normal, et son conjoint normal qui n'est pas malade, nous avons ici le sujet homozygote qui est AA. Le sujet A malade va produire deux types de gamètes porteurs soit de A, qui n'est pas malade, soit de petit a qui est muté. Donc sa descendance sera donc faite de deux catégories de sujets qui seront en quantité égale. Là, on va voir un peu ce que va nous schématiser. Exemple, c'est le cas de l'anéridie qu'on va voir dans les affections oculaires. Donc, nous pouvons, dans le cas de l'arbre généalogique, on peut voir 50% de sujets hétérozygotes AA, c'est-à-dire malades, et 50% de sujets homozygotes qui seront sains. Donc nous avons ici le schéma. Vous avez ceux qui sont sains, c'est le A, et le petit a qui n'est pas muté, qui est muté. Donc nous avons 50% de personnes non malades, sains, et 50% de malades. Donc les deux sexes peuvent être atteints et tous deux peuvent transmettre la maladie. Concernant l'hérédité autosomique récessive, à l'opposé d'un gène dominant, pour que l'affection se manifeste, le gène doit présenter à l'état homozygote la maladie, c'est-à-dire A, c'est-à-dire le gène muté. Seuls les homozygotes qui sont donc malades vont naître de parents hétérozygotes. Il y aura un qui est sain et un autre qui sera malade. Donc d'aspect normal. La plupart des maladies du métabolisme, c'est ce qui donne l'exemple de ce type d'hérédité autosomique récessive. Le cas de l'homocysténurie. Nous avons ici deux parents hétérozygotes, AA, qui sont sains, qui ont un risque d'avoir un quart de ces enfants atteints. Donc, quand on regarde bien, nous voyons que 25% de ces enfants seront malades. L'hérédité récessive au sexe, eh bien,
c'est un terme un peu impropre car on sous-entend ainsi une hérédité liée au chromosome sexuel. Or, il faut se rappeler de deux points essentiels. Il n'y a pas d'hérédité liée à l'Y. L'hérédité liée à l'X est le plus souvent récessive, mais rarement dominante. Donc, tout ce qui se passe comme si le chromosome Y, ne portant pas de gène, elle ne sert qu'à l'induction testiculaire, si elle existait, elle se transmettrait d'homme à homme. C'est ce qu'on appelle l'hérédité hollandrique. C'est ce mode de transmission qui a été détecté dans la famille de porc-épic décrit par le jeune et Turpin. Exemple, nous pouvons aussi donner l'exemple de l'albinisme oculaire. Deux points le caractérisent. C'est le mode de transmission. Seuls les hommes sont atteints. Ils sont les fils de mères vectrices cliniquement saines. Donc, le chromosome X de la mère est porteur de mutation X, c'est le strabisme, l'albinisme oculaire, c'est le X0, et l'autre chromosome est porteur d'un gène normal. Donc, si vous regardez bien, la moitié des garçons sera atteinte et la moitié des filles sera vectrice de l'albinisme oculaire. Donc, peu de caractères héréditaires vont répondre à ce mode de transmission, par exemple, le rachitisme vitamino-résistant. Ici, la femme hétérozygote X0X, porteuse de la mutation sur un de ses chromosomes, est malade. X est malade. Parce que le gène se manifeste à partir de l'état d'hétérozygosie. Donc la moitié, nous voyons ici aussi, la moitié des garçons et des filles sont atteintes. Vous avez le X0 et le X non malade et la moitié des filles et des garçons. X0X et X0Y sont atteints. Quant à l'hérédité multifactorielle, sans rentrer dans les détails, on rappelle simplement que ce mode d'hérédité s'explique par l'existence de plusieurs gènes pour que le caractère se manifeste, ce qu'on appelle l'hérédité polygénique. Donc ce mode d'hérédité rendra compte de l'hérédité quantitative. Exemple, dans la présentation du siège, dans la luxation de la hanche, dans les amétropies. Donc, dans ce type de modèle, le risque génétique est encore plus élevé, que les cas sont plus nombreux dans la famille, plus graves et plus proches, surtout dans les consanguinités. Donc, l'hérédité multifactorielle. Ce résumé nous a semblé indispensable pour comprendre la suite de ce travail et le problème de conseil génétique qui pourrait se poser. C'est quoi le conseil génétique? Eh bien, c'est un acte médical qui doit être effectué par un médecin généticien, mais qui peut aussi associer ou bénéficier de l'aide d'une nouvelle profession, ce qu'on appelle le conseiller génétique. L'intérêt de ce conseil génétique, c'est quoi? C'est tenter de répondre à tous les interrogatoires d'un patient ou d'une famille en ce qui concerne les conséquences de la maladie génétique, pour l'individu lui-même, pour ses proches, ou pour la descendance. Guider le patient dans sa prise en charge médicale. Là maintenant, je vais vous donner quelques exemples de maladies rares en génétique ophtalmologique. Eh bien, nous voyons ici le globe oculaire, c'est l'œil. Eh bien, ce globe oculaire, c'est l'organe de la vision, pour ne pas appeler appareil visuel, ça c'est autre chose. Cet organe de la vision est réparti en deux grandes parties, c'est-à-dire on les appelle chambres ou segments. La partie antérieure ou segment antérieur qui est constitué de la cornée devant, qui est le miroir de l'œil, d'une chambre entre le miroir de l'œil et ce rideau qui sépare les deux chambres. À l'intérieur de cet enclos, il y a de l'eau qui le remplisse. Et derrière, nous avons un rideau qui est là, qui est percé en un trou, c'est ce qu'on appelle l'iris. Et la partie de derrière, c'est ce qu'on appelle la chambre postérieure. Donc cet œil est assimilé à un appareil photo. Donc les affections
les affections, héréditaires peuvent se retentir au niveau de ces deux segments, segment antérieur et segment postérieur. On va essayer d'en parler de quelques affections. À suivre. Eh bien, nous allons aborder des exemples de pathologies héréditaires ophtalmologiques qui sont classiques, sans pouvoir être exhaustifs. Les affections héréditaires du segment antérieur. Eh bien, on va commencer par les anomalies du développement du segment antérieur, ce qu'on appelle les dysgénésies du segment antérieur. Ça constitue un groupe hétérogène d'affections sur le plan clinique et génétique. Parmi elles, nous allons commencer par l'iris. L'iris, c'est le rideau qui divise les deux chambres. Cet iris peut ne pas exister. C'est ce qu'on appelle l'anuridie. C'est dû à une hypoplasie irienne majeure pouvant survenir soit de façon sporadique, sans aucun antécédent familial connu, ou bien sur le mode autosomique dominant. Les manifestations, eh bien, une mauvaise vision, souvent accompagnée, peut-être accompagnée de nystagmus, c'est-à-dire que l'œil n'étant pas sur place, mais qui bouge tout le temps, d'une hypoplasie fovéale, c'est-à-dire une malformation au niveau de la fovea, de la pellicule photo, ou bien d'un glaucome ou une cataracte. Tout ça peuvent être associés. Nous avons ici l'exemple d'une anéridie, bien que l'image n'est pas bien nette, mais c'est une personne qui présente un œil sans iris, ou un reliquat d'iris. Et quelles sont les mesures à prendre devant une anéridie? Eh bien, il faut faire une surveillance rénale. C'est très indispensable pour dépister une éventuelle atteinte rénale. Ce qu'on appelle la tumeur de Wilms. Deuxième pathologie, c'est le glaucome congénital infantile. Eh bien, le glaucome, c'est quoi, rapidement? C'est une augmentation de la pression dans l'œil, puisque nous avons parlé d'une citerne. L'œil a une citerne. Et cette citerne doit contenir de l'eau. Si cette eau ne s'évacue pas, ça va s'augmenter jusqu'à ce que soit la citerne va se casser, ou bien ça va se rompre. Donc, le glaucome congénital infantile, il se manifeste très précocement, avant 6 mois. Quelles sont les causes? Eh bien, il y a une anomalie de développement de l'angle iridocornéen qui reste toujours encombré par ce qu'on appelle un trabeculum dense, bien que parfois discuté. C'est-à-dire que au niveau de l'œil, il faut qu'il y ait des tuyaux d'élimination qui se situent au niveau de l'angle iridocornéen. Si ces tuyaux sont bouchés, le liquide ne pouvant pas s'éliminer, ça va s'accumuler. Et le mode de transmission de ce glaucome congénital, c'est un mode autosomique récessif dans la plupart des cas. Voilà ici un cas de glaucome congénital chez un enfant de 2 ans qui est archivé dans le service. Toujours dans le glaucome, nous avons le glaucome héréditaire, bien sûr, dans les maladies hétérogènes. C'est une maladie hétérogène. Le début des manifestations peut survenir dès la naissance, comme je viens de le dire, dans le cas du glaucome congénital. Peut aussi survenir chez l'enfant ou l'adulte jeune, c'est le glaucome juvénile, ou à un âge très avancé, lié à l'âge, ce qu'on appelle le glaucome chronique à angle ouvert, le glaucome de l'adulte. La classification, eh bien, elle repose sur des critères étiologiques, dans le cas de glaucome primitif ou secondaire, dysgénésique, dans le cas de glaucome qu'on vient de voir, glaucome congénital, anatomique, ou selon l'âge de début. Le glaucome primitif à angle ouvert, c'est une composante héréditaire qui est indéniable, mais n'est pas d'une manière générale le seul facteur en cause. Donc c'est pour vous dire que toute famille où il y a un père glaucomateux, il faut toujours faire une surveillance de toute la famille. Il est considéré comme une maladie multifactorielle pour laquelle peut exister des facteurs génétiques et non génétiques. Des cas familiaux de glaucome primitif à angle ouvert existent de façon autosomique dominante. Des gènes codant les protéines ont été identifiés chez ces familles. Là, on parlera des anomalies de la cornée. On a parlé du rideau, on a parlé de la citerne, maintenant on parle du miroir de l'œil.
C'est un groupe hétérogène de dystrophies cornéennes évoluant vers une opacification progressive de la cornée. Eh bien, ces pathologies-là vont opacifier le miroir de la cornée, de l'œil, et ça a tendance à rendre ces patients-là aveugles. Le mode de transmission sont variables. Exemple, nous avons la dystrophie granulaire de Gronau ou la dystrophie de Reiss-Buckler. Ce sont des exemples. Voilà, nous avons ici un exemple de dystrophie cornéenne qui a vraiment obstrué l'air pupillaire et qui, si elle n'est pas bien traitée, risque de mener ces patients à la cécité. Maintenant, on va parler de l'ampoule, c'est-à-dire du cristallin. Donc, cataracte héréditaire précoce. C'est quoi les cataractes? Eh bien, ce sont des maladies hétérogènes sur un plan clinique et génétique. Seules les cataractes précoces dites congénitales, bilatérales, non syndromiques, seront étudiées. Le diagnostic d'une cataracte congénitale doit conduire, bien sûr, à un bilan mené par un pédiatre. C'est pour cela que les deux docteurs sont là. Un généticien visant à éliminer une cause non génétique, infectieuse par exemple, dans le cas de la rubéole, ou syndromique, en maladie métabolique, comme un déficit en galactokinase ou une hyperféritinémie. Ici, vous avez l'exemple d'une cataracte. L'œil sain, vous voyez le cristallin d'un œil sain, il est transparent, il est comme un verre de montre, et le cristallin cataracté, il est opacifié, c'est comme si on a mis un rideau devant. Voilà l'exemple de cataracte. Le mode de transmission pour les cataractes précoces, c'est en mode autosomique dominante, c'est la plus classique. Il existe rarement des cas avec une transmission autosomique récessive liée à l'X. Et le bilan, la bilatéralité est très habituelle, rare des cas unilatéraux. Un bilan de cataracte précoce est très indispensable pour examiner tous les membres de la famille afin de détecter les formes discrètes, car la variabilité de l'expressivité est bien connue. Maintenant, on va terminer par la rétine. Donc, le segment postérieur, la rétinopathie pigmentaire, qui est une pathologie très fréquente aux Comores, qui est une maladie héréditaire qui atteint la pellicule photo, appelée la rétine. Elle représente un groupe de pathologies oculaires qui a bénéficié ces dernières années des avancées de la biologie moléculaire. De nombreux gènes sont actuellement localisés. Et en ce qui concerne les formes syndromiques de ces rétinopathies pigmentaires, ce sont les hérédodégénérescences tapétorétiniennes. Nous avons aussi des modes de transmission qui sont autosomiques dominantes, souvent identifiées ou localisées. C'est le cas de l'amorose congénitale de Leber, qui est une dystrophie rétinienne survenant à la naissance et qui condamne l'enfant à la cécité. Il y a le syndrome de Bardet-Biedl et le syndrome de Scher. Devant toutes ces affections, un conseil génétique est toujours nécessaire. Les maculopathies héréditaires monogéniques, les maculopathies, c'est l'atteinte de la rétine visuelle, de la macula, le centre de la rétine. Elle constitue en fait un groupe hétérogène d'affections qui, sur le plan clinique et génétique, on a éliminé en fait les dystrophies des cônes et la dôme. Le mode de transmission, il est autosomique récessif. Il existe aussi des formes dominantes rares liées au gène ELOV-L4. Après avoir vu la rétine, nous allons voir le nerf optique qui conduit l'influx lumineux au niveau du cerveau. Eh bien, elles ont connu un grand essor dans le domaine de la biologie moléculaire, sur le diagnostic, le conseil génétique, sur la physiopathogénie et les perspectives thérapeutiques attenantes. La forme principale autosomique de neuropathie, c'est l'atrophie optique. Mode de transmission qui est autosomique dominante. Elle est reconnue par son âge de début, sa gravité et ses signes associés, notamment la surdité. Nous avons la neuropathie optique de Leber, qui est la plus fréquente.
qu'il y a une mutation au niveau de l'ADN mitochondrial. Sa transmission est en fait maternelle. Il existe d'autres familles d'atrophie optique autosomique pour lesquelles les gènes ne sont pas encore identifiés. En conclusion, l'augmentation du nombre de gènes responsables de la pathologie oculaire ne permet pas de donner un aperçu de l'état des connaissances. Mais la rapidité de certains travaux de recherche et l'identification de certains gènes ouvre l'espoir de perspectives thérapeutiques pour des maladies en général dépourvues de traitement. Plusieurs pistes sont actuellement envisageables. C'est la thérapie pharmacologique, la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Nous donnons des illustrations de quelques cas qu'on a pu détecter, diagnostiquer dans le service. C'est le cas de la cryptophthalmie ou syndrome cryptophthalmie syndactylie, syndrome de Fraser, qui sont en voie de publication. Ensuite, nous avons ici le cas de nœud kystique congénital que nous avons eu à suivre dans le service. Nous avons ici le syndrome de Tessier avec fente palpébrale et collobome palpébral, fente labiale et toutes les manifestations, les malformations internes qui s'en suivent. Je vous remercie. Merci, Dr Chamfi. Maintenant, nous allons suivre le Dr Camille Rambaud qui va nous parler de l'œil et les pathologies dégénératives. Et également les complications ophtalmologiques de l'hypertension artérielle. Alors le diabète est une pathologie très fréquente, notamment ici aux Comores, et potentiellement grave. Chez les patients ayant une durée de diabète supérieure à 20 ans, la majorité des diabétiques de type 1 et plus de 60% des diabétiques de type 2 ont une rétinopathie diabétique. Les complications ophtalmologiques du diabète sont la rétinopathie diabétique, qui est une atteinte de la périphérie rétinienne, qui peut être classée en non proliférante, proliférante ou compliquée, comme nous le verrons, et également la maculopathie diabétique, qui est une atteinte du centre de la rétine et qui est responsable de la baisse de vision. Alors les mécanismes de la rétinopathie diabétique, donc l'hyperglycémie chronique va entraîner un épaississement de la membrane basale des capillaires rétiniens avec une perte des péricytes et une raréfaction endothéliale. D'un côté, nous aurons une hyperperméabilité capillaire qui entraînera l'œdème maculaire et de l'autre côté, nous aurons une occlusion capillaire qui va entraîner la synthèse de vascular epithélial growth factor qui elle-même entraîne l'ischémie rétinienne et la rétinopathie diabétique proliférante. Les facteurs de risque de la rétinopathie diabétique sont la durée du diabète, qui est le principal facteur de risque, le mauvais contrôle glycémique, qui est un facteur de risque important également, le mauvais contrôle de la pression artérielle, qui est un facteur de risque important, a fortiori chez les diabétiques de type 2, la puberté et la grossesse, et éventuellement la chirurgie de la cataracte. Alors l'hypertension artérielle, je disais, c'est très important dans l'évolution du diabète. On voit sur le schéma de gauche que quand on perd 1% d'hémoglobine glyquée, on diminue de 40% le risque de progression de la rétinopathie diabétique et on diminue la survenue de l'œdème maculaire. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, quand on diminue de 10 mg de mercure, la tension artérielle, on va diminuer de 35% le risque de progression de la rétinopathie diabétique
et d'environ 50% la survenue de l'œdème maculaire. Alors comment diagnostiquer la rétinopathie diabétique ? Donc la rétinopathie diabétique se diagnostique au fond d'œil. Il y a une classification appelée EDTRS qui est la référence dans toutes les publications internationales sur le diabète en ophtalmologie et qui classe la rétinopathie diabétique en non proliférante, minime, modérée et sévère, et proliférante, minime, modérée et sévère ou compliquée. Alors, nous allons voir des photos de fond d'œil. Alors là, on ne voit pas très bien. Donc ça, c'est une rétinopathie diabétique minime. Je pense que vous ne voyez pas du tout, mais voilà. On va montrer ensuite les photos qui suivent. Ici, on aperçoit le long de l'arcade supérieure une hémorragie rétinienne en tache qui est la conséquence de la rétinopathie diabétique modérée. Alors, comment classer les rétinopathies diabétiques sévères, c'est-à-dire pré-proliférantes? On utilise la règle du 4-2-1. Il faut qu'il y ait des hémorragies rétiniennes étendues dans 4 cadrans et ou des anomalies veineuses en chapelet dans 2 cadrans ou plus et ou des anomalies microvasculaires intrarétiniennes dans plus de 1 cadran. À ce stade, il faut envisager la photocoagulation au laser. Ici, vous voyez des clichés infrarouges d'une rétinopathie diabétique sévère avec des hémorragies intrarétiniennes diffuses. En tache, des irrégularités de calibre veineux avec des veines en chapelet, des anomalies microvasculaires intrarétiniennes, nous allons voir maintenant la rétinopathie diabétique proliférante. La sévérité de la rétinopathie diabétique proliférante est liée à la taille des néovaisseaux et à leur localisation. Ce qui permet de différencier la rétinopathie diabétique proliférante en minime, modérée et sévère, c'est donc la taille des néovaisseaux. Les complications, donc c'est l'hémorragie prérétinienne, intravitréenne, éventuellement le décollement de la rétine, la rubéosirienne et le glaucome néovasculaire. On voit ici en photo des exemples de néovaisseaux et de rétinopathie diabétique proliférante. Nous allons maintenant parler de l'œil et de l'hypertension artérielle. La plupart des patients atteints d'hypertension artérielle ne présenteront pas de signes de rétinopathie hypertensive. Il n'est donc pas nécessaire de réaliser un fond d'œil systématique. Les signes ophtalmologiques d'hypertension artérielle surviennent principalement en cas d'HTA sévère, c'est-à-dire de grade 3. La rétinopathie hypertensive, quelle est la physiopathogénie? Le débit vasculaire rétinien est stable grâce à l'autorégulation rétinienne. Pour compenser l'augmentation de la tension artérielle, la rétine va engendrer une vasoconstriction artérielle. Cette vasoconstriction va entraîner une diminution du calibre artériel par autorégulation. Et nous aurons l'apparition de ce qu'on appelle des signes du croisement artério-veineux. Les artères et les veines partagent, lorsqu'elles se croisent sur la rétine, la même gaine adventitielle inextensible. Et l'artère épaissie va entraîner un pincement de la veine jusqu'à éventuellement à terme l'occlure. Le stade exsudatif de la rétinopathie. Et par contre, les sécrétions seront très purulentes. Le chlamydia trachomatis, les sérovares A et C sont responsables du trachome. Le trachome, ce sont des infections répétées à chlamydia trachomatis. Les patients se présentent avec une conjonctivite bilatérale et des sécrétions purulentes. Pour faire le diagnostic, il faut avoir... Est-ce que vous pouvez mettre la diapo d'avant, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent voir? Il faut avoir la présence de 5 follicules sur la paupière supérieure lorsque vous éversez la paupière. Et les complications sont des complications qui peuvent être cécitantes car on a un remaniement de la paupière et un remaniement de la cornée. La prise en charge de ces infections
Elle passe avant tout par le lavage des mains, le lavage du visage. Chez l'adulte, vous pourrez mettre de l'azithromycine Peros en dose unique. Et chez l'enfant, c'est l'érythromycine que vous pourrez associer à de l'azithromycine pommade. Dans le cas des complications palpébrales, vous pourrez envisager une chirurgie d'epistaxis. Une autre étiologie de conjonctivite bactérienne est le pneumocoque, qui peut être également atteindre l'adulte dans le cadre des infections sexuellement transmissibles et le nouveau-né lors du passage de la filière génitale. C'est une conjonctivite qui est purulente et floride, membraneuse. Vous pouvez voir sur les clichés les membranes chez le patient. Et c'est le seul agent qui peut perforer la cornée sans atteinte cornéenne préalable sur une cornée saine. C'est une conjonctivite qui peut être ou bilatérale avec une hypersécrétion sale et purulente très abondante. Le traitement, c'est une urgence car il peut perforer la cornée. Le traitement passe également par le lavage des mains, du visage, le lavage oculaire au sérum physiologique et la prise en charge médicamenteuse est urgente avec un antibiotique choline-horaire, azithromycine ou rifamycine associé à une céphalosporine de 3e génération par oral. Les autres causes de conjonctivite bactérienne, chez l'adulte, vous retrouvez le staphylocoque aureus, le pneumocoque, Haemophilus influenzae et le Streptococcus pyogenes, plus connu sous le nom de pyocyanique. Pour l'enfant, vous retrouverez aussi l'Haemophilus influenzae, le pneumocoque, le staphylocoque et la varicelle. Ce sont le plus souvent des conjonctivites unilatérales de début brutal, avec des sécrétions épaisses et purulentes, contrairement à la conjonctivite virale, où les sécrétions sont aqueuses. La prise en charge passera toujours par le lavage des mains et du visage, le lavage oculaire au sérum physiologique, associé à des collyres antiseptiques afin de diminuer l'inoculum bactérien. La guérison peut être spontanée sans antibiotiques, sauf si votre patient a des facteurs de risque, comme un terrain risque avec du diabète, une infection par le VIH, une prothèse oculaire ou si c'est un nouveau-né. Et un traitement devra être instauré si c'est une forme grave, avec une baisse de l'acuité visuelle, un abcès de cornée ou un kénosis. Les conjonctivites virales à présent, ce sont des conjonctivites bilatérales avec des sécrétions aqueuses abondantes. L'adénovirus est le virus le plus fréquemment rencontré car la contagiosité est très importante. Vous pouvez le retrouver sous les formes épidémiques lorsqu'il s'agit du sérotype 8, 19 ou 37. Il peut être associé à de la fièvre et à des adénopathies prétragiennes dans les sérotypes 3, 4 et 7. Lorsque vous examinez le patient, que vous retournez la paupière, vous pourrez avoir une conjonctivite folliculaire associée à un œdème palpébral important et une kératite ponctuée superficielle qui est l'atteinte de la cornée qui peut être à l'origine d'une photophobie importante. Les formes sévères d'adénovirus, vous pouvez retrouver à l'examen des pseudomembranes, des infiltrats sous-épithéliaux, donc la cornée qui peut devenir opaque par endroits, qui est à l'origine d'une baisse de l'acuité visuelle. Vous pouvez aussi retrouver une hémorragie sous-conjonctivale, donc c'est la conjonctive qui devient rouge. La prise en charge passe également par le lavage des mains, par l'éviction des contacts, puisqu'on a vu que c'était très contagieux. Il faut désinfecter le box et la salle d'examen après avoir vu ces patients. Le traitement consiste en l'instillation collyre d'antiseptiques et d'important et d'abondant lavage oculaire afin de diminuer l'inoculum viral. Lorsque le patient présente des pseudomembranes, il faudra les enlever à la pince toutes les 48 heures, associées à une corticothérapie collyre. Le poxvirus, c'est également un virus rencontré dans les conjonctivites. La transmission se fait par des contacts rapprochés. Il touche surtout les enfants et les patients immunodéprimés. La lésion cutanée élémentaire, comme vous le voyez, c'est cette surélévation épidermique ombiliquée. La conjonctivite, elle est réactionnelle à la lésion dermique au niveau de la paupière. C'est une conjonctivite folliculaire secondaire qui peut être également sévère, avec une kératite ponctuée superficielle et un pagnus vasculaire. La prise en charge se fait essentiellement par l'excision des lésions cutanées. Les conjonctivites parasitaires, à présent, ce sont des conjonctivites qui sont le plus souvent unilatérales, avec un fourmillement et des douleurs lorsque le parasite est sous la conjonctive, notamment dans le cas de la filariose aloe. C'est un parasite qui mesure 3 à 6 cm. Les douleurs sont très vives lorsqu'il se situe sous la conjonctive. La prise en charge consiste à l'extraction à la pince, après avoir instillé des anesthésiants locaux qui permettent d'endormir l'aloe.
et il faut ouvrir la conjonctive afin de pouvoir le retirer. De la même manière, pour les miases conjonctivales, elles se présentent au niveau du cul-de-sac conjonctival inférieur, le plus souvent entre 10 à 20 miases. Il faudra les extraire également à la pince après ouverture de la conjonctive et installation d'anesthésiants locaux. Les abcès de cornée à présent, vous pourrez aussi les voir à l'examen macroscopique. Les patients ils vont aussi se présenter avec un œil rouge, douloureux, qui peut s'associer à une baisse de la vision selon la localisation de l'abcès. Ce sont principalement des abcès d'origine bactérienne. 90% des abcès de cornée sont à staphylocoque doré, pneumocoque ou pyocyanique. Les patients auront cet œil rouge douloureux avec une baisse de la vision, parfois une grosse inflammation dans l'œil, comme vous pouvez le voir ici avec un hypopion qui a un niveau d'inflammation intraoculaire. La prise en charge passe essentiellement par le prélèvement afin d'orienter l'antibiothérapie. Si l'abcès ne menace pas le centre de la vision, vous pouvez vous contenter d'une antibiothérapie Colire à base de tobramycine et de ciprofloxacine. Si l'abcès menace le centre de la vision, une prise en charge hospitalière sera nécessaire avec l'installation de Colire renforcées de fabrication hospitalière comme la ticarciline, la gentamicine et la vancomycine. Les kératites fongiques peuvent être retrouvées également lors d'un œil rouge douloureux avec baisse de la vision et un abcès de cornée. Cet abcès de cornée il va être à bord flou, irrégulier, avec des infiltrations satellites. Ils surviennent le plus souvent chez des patients qui ont des facteurs de risque comme le VIH, des cornées pathologiques ou lors d'un traumatisme par un végétal. Également, le prélèvement est très important afin de guider la prise en charge par des collyres antifongiques. Cette prise en charge, elle se fait aussi de manière hospitalière. C'est un abcès de cornée qui est extrêmement grave. Les virus sont également à l'origine des kératites, avec notamment l'herpès virus et le virus de la varicelle et du zona. Comme vous le voyez ici, c'est une kératite le plus souvent unilatérale qui se présente classiquement avec un ulcère dendritique dans sa forme épithéliale, mais pas que. Vous pouvez avoir plusieurs formes d'ulcères et d'atteinte herpétique au niveau de l'œil. Vous pouvez aussi avoir une atteinte intraoculaire avec une uvéite, et c'est pour ça qu'il est recommandé un examen ophtalmo lorsque vous voyez ces patients. Cette prise en charge, elle se fait par un traitement antiherpétique oral ou local. Il n'y a pas d'indication à associer les deux. Soit vous donnez du valacyclovir oral, soit vous donnez un traitement topique antiherpétique comme du ganciclovir. Cette atteinte est une contre-indication formelle à la corticothérapie, en tout cas initialement, en raison du risque d'aggravation et de nécrose au niveau de la cornée. Les infections de l'œil qui touchent la sclère à présent, la sclère c'est la coque de l'œil qui se situe juste en dessous de cette petite muqueuse transparente qu'on a vue, la conjonctive. Donc les infections qui touchent la sclère et l'épisclère, pareil, ce seront des patients qui se présentent avec un œil rouge douloureux, c'est une rougeur qui est localisée et une douleur qui est majorée au contact de la sclère. Les étiologies principales sont les herpès virus, le virus de la varicelle et du zona et l'herpès simplex virus, ainsi que la tuberculose et la syphilis. C'est une pathologie qui peut donner une baisse de l'acuité visuelle, notamment lors des sclérites postérieures. Ces pathologies nécessitent un bilan étiologique, surtout lorsqu'elles sont récidivantes, afin de pouvoir traiter l'étiologie, car le traitement de la sclérite consiste en l'instillation d'anti-inflammatoires locaux. En conclusion, ces infections oculaires que vous pouvez prendre en charge en médecine générale, ce sont des causes fréquentes de consultation, qui sont, en tout cas pour celles que je vous ai présentées, accessibles à un examen macroscopique, donc vous pouvez les examiner vous-même. Elles peuvent représenter un problème de santé publique, notamment avec les épidémies adénovirus et le trachome, qui est peu présent, je crois, ici. Et elles peuvent nécessiter une confirmation microbiologique lorsqu'il y a des signes de gravité ou un terrain à risque ou en l'absence d'amélioration. Elles contre-indiquent le plus souvent l'instillation d'une corticothérapie initiale. Elles doivent faire l'objet d'une consultation ophtalmologique en l'absence d'amélioration sous un traitement initial bien conduit. Je vous remercie de votre attention.
Je laisse. Merci, docteur. Maintenant, nous allons suivre la dernière présentation de cette première partie avec le docteur Alvin Clémentine sur l'œil et les maladies inflammatoires. Oui, allez. J'avais juste besoin du code. Ah bah non. C'est bon? Oui. Ok. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler des maladies inflammatoires au niveau de l'œil. On peut passer. Donc il y a différentes atteintes possibles au niveau de l'inflammation au niveau de l'œil et de l'orbite. Je sais pas si je peux. Et du coup, je vais plutôt partir de l'œil plutôt que des maladies systémiques. On peut passer. Donc ça, on l'a déjà décrit, on peut passer. Ah, c'est un peu décalé du coup. Donc ça, c'est les sclérites. On peut décaler un peu le rétro, je pense, vers le bas. Parce que sinon, il n'y aura pas les titres à chaque fois. Donc ça va être un peu dommage. C'est la maladie de Wegener, avec une vascularite des petits vaisseaux, avec une atteinte des poumons et des sinus notamment. La polychondrite atrophiante et la périarthrite noueuse sont plus rares. Et la prise en charge, c'est la dexaméthasone topique, donc en collyre, le Dexafri, et les AINS Peros. Par contre, ces AINS sont totalement contre-indiqués en cas de sclérite nécrosante. On peut passer. On va passer à la deuxième partie, donc des atteintes possibles au niveau inflammation. C'est l'uvéite, donc c'est l'inflammation de l'UV, et on peut catégoriser en 3 sortes d'uvéites, les uvéites antérieures, les uvéites intermédiaires et les uvéites postérieures, selon l'atteinte primaire au niveau de l'œil. On peut passer. L'uvéite antérieure aiguë, elle est caractérisée par une baisse d'acuité visuelle, un œil rouge et douloureux, c'est assez bruyant. Donc il y a plusieurs causes à cette uvéite antérieure aiguë. Au niveau de l'inflammation, ça va être surtout tout ce qui va être HLA-B27 positif. Donc on va réaliser un bilan étiologique en ce sens, c'est-à-dire soit des radiologies des sacro-iliaques, soit un scanner des sacro-iliaques. Je vais revenir ensuite. Non, bon, c'est pas grave. Passons. Donc il y a différentes possibilités. Je ne sais pas où je vais là. Donc, il y a 3 types d'uvéites antérieures. Il y a 3 causes d'uvéite antérieure dans les spondyloarthropathies. Donc, comme je vous parlais, la spondyloarthropathie ankylosante à HLA-B27, c'est surtout des hommes de l'âge de 30 à 40 ans. Ils vont avoir une inflammation des anthèses ou des sacro-iliaques et une calcification des ligaments vertébraux. C'est pourquoi je disais que la radiologie et le scanner des sacro-iliaques étaient un élément clé du diagnostic. Et au niveau de l'atteinte oculaire, on a des uvéites, des épisclérites, des sclérites et des kératites. La deuxième... C'est
pas exactement le bon diapo, mais c'est pas grave. La deuxième atteinte dans les spondylarthropathies, c'est l'arthrite réactionnelle, donc c'est l'ancien syndrome de Reiter. C'est un syndrome oculo-urétro-synovial. On va avoir une urétrite ou une cervicite associée à des arthrites, des enthésites et des lésions mucocutanées. Et ce syndrome est provoqué par la présence de Shigella, de Salmonelle, de Campylobacter ou de Chlamydia. La troisième spondylarthropathie en cause dans les uvéites antérieures aiguës, c'est le psoriasis. Et il y a 7% des psoriasis qui sont associés à ces uvéites. Et l'atteinte oculaire n'est pas non seulement une uvéite, elle peut être aussi conjonctivite ou un Sjögren secondaire. On peut passer. Alors on a voulu que je parle plus particulièrement de l'uvéite antérieure aiguë dans l'arthrite juvénile idiopathique. Il faut savoir que c'est la plus fréquente des pathologies associées à l'uvéite antérieure aiguë dans l'enfance. Elle est très fréquente. Je connais la prévalence dans la population caucasienne, c'est de 1 sur 1000. J'ai supposé que c'était assez important aussi aux Comores, puisqu'on m'a demandé d'en parler. C'est une arthrite qui est présente avant 16 ans et qui est d'origine inconnue. Et le critère diagnostique, c'est d'une durée de plus de 6 semaines. L'arthrite la plus fréquente est l'oligoarthrite qui atteint le genou en majorité, mais aussi les hanches et le poignet. Et les facteurs antinucléaires sont très importants à doser parce qu'ils vont orienter sur l'examen ophtalmologique, le screening ophtalmologique à réaliser. L'uvéite est assez typique, elle va être chronique, non granulateuse. On va souvent avoir un œil blanc, d'où le dépistage en fait chez les enfants parce qu'elle est souvent insidieuse et peu symptomatique. En tout cas, les enfants ne s'en plaignent pas forcément de la baisse d'acuité visuelle. Donc c'est pour ça que dès qu'on a une arthrite juvénile idiopathique diagnostiquée, il faut faire un screening. On peut passer. Donc il faut faire un screening. On peut passer. Un train dans l'air. Il faut faire un screening ophtalmologique régulier, et ça, ce sont les critères de l'American Academy, donc à la date du diagnostic, puis tous les 3 ou 6 mois, selon la présence de facteurs antinucléaires. On peut passer. Ok, pardon. Il y a aussi des uvéites antérieures dans les maladies inflammatoires du côlon. La plus fréquente, c'est dans la colite ulcéreuse. Donc, vous le savez, c'est une atteinte du rectum puis du côlon. C'est un terrain auto-immun. On va avoir aussi dans les éléments diagnostiques des aftes un érythème noueux et la présence de possiblement HLA-B27 positif. On peut passer. La maladie de Crohn, c'est une maladie idiopathique avec la présence de gène CARD15 qui a été identifié. Ça va être une inflammation granulomateuse de toute l'épaisseur de la paroi intestinale et elle peut être associée dans 3% des cas aux uvéites antérieures aiguës. On peut passer. Et la maladie de Whipple, qui est plus rare, qui est une dystrophie intestinale causée par un parasite, le Tropherinema Whipple. Avec une atteinte oculaire qui peut être diverse, uvéite, rétinite, vasculaire et neuro-ophtalmologique. On peut passer. L'uvéite intermédiaire, ça va être une inflammation qui va être moins symptomatique avec juste une baisse d'acuité visuelle, un œil blanc et indolore. On peut passer. Le bilan étiologique va être surtout orienté pour rechercher des causes de type sclérose en plaques. Donc c'est surtout au niveau clinique une femme d'âge moyen et au niveau examen complémentaire l'IRM. Et la deuxième cause principale est la sarcoïdose, d'autant plus si elle est granulomateuse. La prise en charge, donc juste avant, pardon. La prise en charge, contrairement à l'uvité antérieure aiguë, les collyres par dexaméthasone ne sont pas utiles. Il faut faire des injections latérobulbaires et on peut donner des INS Péros. Et bien sûr, il faut traiter la cause. On peut passer. En troisième atteinte, c'est l'uvéite postérieure avec, pareil, des signes moins importants. On va avoir un œil blanc et indolore, mais une baisse de vision liée en fait à un phénomène d'inflammation postérieure qui va être un œdème, une papillite, une hyalite et un œdème maculaire. On peut passer. Et les 3 causes les plus fréquentes, c'est le VKH, la sarcoïdose et le B7. On peut passer. Alors le VKH, c'est le Vogt-Koyanagi Arada.
C'est une maladie idiopathique auto-immune multisystémique avec en fait une atteinte des tissus qui contiennent des mélanocytes. Ça va atteindre l'UV, l'oreille et les méninges. Il va y avoir 3 phases. La première phase, c'est une atteinte avec une méningite, des acouphènes, des vertiges et une surdité et la névrite optique. La deuxième phase, une uvite bilatérale granulomateuse antérieure et multifocale, avec possiblement les complications liées à celle-ci des infiltrations diffuses choroïdiennes, papillite et décollement rétinien exudatif. Et la troisième phase, dite de convalescence, avec une allopathie, un vitiligo et une dépigmentation. On peut passer. Le bilan, il est surtout clinique et on peut s'aider de la ponction lombaire avec une pléocytose lymphocytaire transitoire et des macrophages qui contiennent la mélanocyte au niveau du liquide céphalorachidien. Évidemment, au niveau oculaire, il faut faire le bilan des complications, donc ça va être le fond d'œil et l'OCT maintenant que les ophtalmos de Moroni ont. L'échographie oculaire peut aider à faire le diagnostic d'un décollement de rétine et la prise en charge, c'est du cortensil Peros à la dose de 1 mg/kg par jour pendant 3 à 6 mois. On peut passer. La deuxième cause d'uvite postérieure, la plus fréquente, comme je disais, c'est la sarcoïdose, donc c'est de cause inconnue, avec des foyers inflammatoires granulomateux et une atteinte multisystémique, les poumons et les ganglions lymphatiques. L'uvéite va être très dense et au niveau antérieur, on va avoir une atteinte granulomateuse, on aurait pu le voir dans la diapo précédente, et des lésions rétiniennes multiples bilatérales. On peut avoir aussi des lésions orbitaires avec une atteinte des glandes lacrymales. Le bilan étiologique, donc c'est clinique et biologique avec des dosages de l'ACE et du lysozyme, et on peut s'aider d'une IDR à la tuberculine négative chez des patients qui sont vaccinés. La radio de thorax va nous permettre de voir des adénopathies hilaires bilatérales. Ça peut nous orienter dans le diagnostic quand les dosages ne sont pas possibles. Et le traitement, il est simple, c'est du cortensil Peros pendant 3 à 6 mois. On peut changer. La troisième cause d'uvite postérieure, je vais faire rapide, je ne sais pas si elle est très fréquente aux Comores, c'est la maladie de B7 avec des aftes buccaux et génitaux. Et on peut réaliser le dosage de l'identification du gène HLA-B51, Et l'atteinte oculaire, elle peut être très importante et très symptomatique avec une panuvite généralement au niveau des 2 yeux qui va être avec un hypopion, on appelle ça, donc c'est la petite lame blanche sur la deuxième photo du milieu, qui est dit mobile et une atteinte de la rétinienne la plupart du temps très importante. On peut passer. Le traitement, c'est pareil, c'est cortensil Peros avec l'ajout de l'azathioprine. On peut passer. On va aller un peu plus loin que l'UV postérieur, donc le nerf optique qui peut être atteint de névrite optique, et il y a différentes causes. La névrite optique, elle va provoquer une baisse d'acuité visuelle et une dyschromatopsie rouge-vert et un déficit pupillaire afférent relatif. On peut passer. La plus fréquente cause des névrites optiques, c'est la sclérose en plaques. Et ça va être souvent en fait un premier épisode de névrite optique qui va nous faire le diagnostic de sclérose en plaques avec un bilan réalisé à ce moment-là avec une IRM cérébrale qui montre les plaques de démyélisation. On peut passer. La deuxième cause de névrite optique, c'est la sarcoïdose. On appelle donc cela la neurosarcoïdose. Ça va être traité par du cortensil. On peut passer. Et la maladie à connaître, c'est la maladie de Horton. C'est très important parce que le risque principal, c'est la cécité, et très rapide. Et en fait, on le diagnostique sur des névrites optiques, donc avec des douleurs et une baisse d'acuité visuelle. Et au fond d'œil, on voit une atteinte de la papille. Et bien sûr, il faut orienter son diagnostic en faisant l'interrogatoire et en demandant au patient s'il n'a pas ce qu'on appelle des arthralgies de ceinture, des dysesthésies du calpe avec le signe du peigne et des claudications de la mâchoire. Et on peut palper les artères temporales qui vont être alors indurées. Il faut réaliser une CRP
en urgence, et si celle-ci est positive, il faut traiter comme un orthone avec des bolus de corticoïdes à la dose de 1 mg kg par jour. Puis un relais Péros. Le risque, comme je le disais, c'est vraiment la cécité avec la bilatéralisation de la maladie. On peut passer. Donc on a fini pour l'œil en lui-même et on va parler des inflammations orbitaires. Et la principale, c'est l'orbitopathie dysthyroïdienne, la maladie de Basedow. Les facteurs de risque de cette orbitopathie dysthyroïdienne, c'est le tabac principalement, les taux élevés de anticorps dirigés contre le récepteur de la TSH et l'âge élevé, le sexe masculin. On peut passer. Ça va donner une atteinte polymorphe, ça peut atteindre les paupières, la conjonctive, les muscles oculomoteurs, le contenu intraorbitaire ainsi que le nerf optique. Dans la plupart des cas, c'est une maladie bilatérale mais de forme asymétrique. Bien sûr, si c'est asymétrique et très dans les formes unilatérales, on doit évoquer une cause tumorale, vasculaire ou inflammatoire. On peut passer. L'orbitopathie dysthyroïdienne nécessite de réaliser un score d'activité. Ce score d'activité, le voilà. Donc, on va demander au patient s'il a des douleurs spontanées, des douleurs au mouvement oculaire extrême, un œdème palpébral en phase inflammatoire, une rougeur de la paupière. On va examiner ses paupières, et je recherche un œdème, une rougeur de la conjonctive, un chémosis ou une inflammation de la quarancule. Et selon la présence de ces signes, on peut coter le score d'activité. S'il est supérieur à 3 ou égal à 3 sur 7, on dit que l'orbitopathie dysthyroïdienne est active. Le bilan, il nécessite un bilan ophtalmologique avec une acuité visuelle, un champ visuel, un fond d'œil, un OCT que vous avez maintenant. L'IRM cérébral permet de rechercher la compression du nerf optique et on dose les anticorps TRAC. On peut passer. Selon l'atteinte, le score d'activité, on va réaliser une surveillance et des traitements. Et en cas d'atteinte grave, la prise en charge ophtalmo par un spécialiste est urgente et nécessaire. On peut passer. Il y a d'autres étiologies d'inflammation orbitaire, notamment tumorale, mais ça sera expliqué plus tard, et notamment l'amylose à elle et les IgG4, on peut passer, ainsi que la sarcoïdose. On peut passer. Et la dernière chose, c'est le syndrome de Sjögren, qui est une inflammation de la surface oculaire, qui est responsable d'une destruction des glandes lacrymales, salivaires et autres glandes exocrines. Donc la triade classique, c'est œil sec, bouche sèche et hypertrophie de la glande parotide. Et ce syndrome peut être primaire ou secondaire à une polyarthrite rhumatoïde et un lupus. Il y a des critères diagnostiques pour savoir si le patient est atteint d'un syndrome de Sjögren. Donc il doit bénéficier d'une biopsie des glandes salivaires labiales, de dosage d'anticorps anti-SSA, d'un screening par un ophtalmologique et d'un test de Schirmer, c'est le test qui est juste à droite, et d'un débit salivaire. La prise en charge, elle est selon les symptômes, des larmes artificielles, la cyclosporine topique, des bouchons au niveau des méas. Les méas, c'est les petits trous qui permettent d'évacuer les larmes vers le nez. Et en fait, on met des bouchons pour stocker les larmes plus longtemps, ça diminue le syndrome sec. Le sérum autologue, c'est un traitement très spécifique qu'il y a en France qu'au 15-20. Et on peut traiter par immunosuppresseur si l'atteinte est très sévère. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Dont la mienne, la pédiatrie, puisqu'on a parlé de génétique, et on sait très bien que la génétique intervient dans la neuro-ophtalmologie, dans la neuropédiatrie, dans la pédiatrie tout court, la génétique, la biologie moléculaire, bref, elle intervient, elle est maître en développement, c'est là où on l'a découvert, c'est dans la population pédiatrique. Mais aussi elle intéresse les adultes, puisque les transmetteurs sont les adultes. Donc ça a été vraiment judicieux. L'ophtalmopédiatrie qui me ramenait à des années où, à la faculté, à Paris, à Rennes, je revois encore certains maîtres, notamment dans le métier avec ces diapos, une côté
Donc, on va essayer de poser des questions. Je pense, selon l'intervenant, l'intervenant va répondre selon la question. Donc la liste est ouverte, ou alors puisqu'il y a un micro-baladeur à ce moment-là, vous n'avez qu'à lever la main et puis vous allez poser des questions. Et on va répondre directement, comme ça on va faire ça avec nous. Je suis Canada, chargé de Paris au niveau du bureau de l'ONSPI. Voilà, moi, mon intervention, on va un peu revenir sur ce que disait le président par rapport au carrefour de la génétique et nous dire par rapport à notre pays, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat. Pour un peu, Dr. Champi a parlé de la nécessité de médecins généticiens. Donc la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de voir est-ce qu'on pourrait, sur la base, avec l'existant, par exemple, on a des anatomopathologistes au niveau du pays, on peut renforcer certains modules en attendant qu'on forme des généticiens spécialistes dans le domaine, peut-être renforcer certains modules dans ça, et puis proposer à Dr. Champi pour continuer la réflexion, voir comment on pourrait décentraliser les parties de l'ophtalmo qui pourraient être décentralisées dans les districts pour permettre une prévention et un suivi rapproché et une accessibilité au niveau des structures périphériques. C'est un peu la contribution que je voulais faire. Merci. C'est un fait de tout d'abord, je tiens à remercier les présentateurs de ce qu'on a, parce qu'on a beaucoup de connaissances, ça fait déjà beaucoup de choses. Mais la question, c'est surtout sur mon domaine. Je sais que moi, je travaille avec les étudiants qu'en général, on sait que la plupart ont quand même viennent du plan oculaire, que ce soit à cause de la maladie, que ce soit l'hypertension artérielle qui, de temps en temps, se trouve chez les patients. Mais j'ai voulu dire aux amis qui viennent de la France, par rapport à leur expérience, par rapport à la durée, on demande des patients où on a des patients où la tension artérielle est stable. Est-ce qu'il n'y a pas l'impact sur la durée de la dialyse parmi les années que quelle maladie peut-on en avoir sur la durée de la dialyse? Est-ce qu'il y a un impact sur la dialyse elle-même par rapport aux maladies oculaires? Et encore plus, question d'attaque, question de facteurs, on peut éviter cela par rapport à l'opération. Ça, c'est le plus important. Conseiller. Parce que ça nous permet, de savoir déjà les origines, l'hérédité. Et de deux, nous pouvons aussi commencer par des ébauches. Dans le domaine de l'ophtalmo, il y a 18 ans de cela, on a essayé de démarrer avec la faculté de Montpellier pour la prise en charge des rétinopathies pigmentaires dans le cadre de la thérapie génique. Et donc, il suffit, comme je venais de le dire, de faire un peu à l'Italie pour qu'on puisse travailler avec certains labos des pays francophones et pouvoir déjà identifier le type de gène et de pouvoir déjà entamer la démarche à suivre. Et donc, je pense que c'est ça ce qu'on devrait faire. Et à partir de là, ce type de partenariat nous permettra aussi de pouvoir avancer sur la recherche. Parce que vous savez que la biologie moléculaire, c'est quand même un domaine qui est très très pointu, mais aussi qui est des grands essors. Je vous remercie. Dans certaines pathologies rénales, on va avoir des atteintes rétiniennes spécifiques qui peuvent elles-mêmes entraîner une baisse d'acuité visuelle. Par ailleurs, dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique, chez les dialysés, on peut aussi avoir des conséquences de l'hypertension artérielle, comme je l'ai exposé tout à l'heure, avec ses conséquences spécifiques et ou des conséquences iatrogènes d'autres traitements qui pourraient être associés, notamment la corticothérapie au long cours, qui elle-même va être pourvoyeuse de cataractes précoces,
et donc ce sont les conséquences que nous pouvons retrouver. Pour ce qui est des conséquences directes de la dialyse, il n'y a pas de conséquences directes de la dialyse sur l'organe œil. Ce n'est pas en soi une source d'atteinte ophtalmologique. Par contre, effectivement, tout le reste, comme je viens de dire, peut atteindre l'œil. Et c'est vrai que souvent, les dialysés ont une fonction visuelle qui est altérée. Je vous remercie. Faransa association Rugulomba association ter ophtalmo o javani hoja tsanganya na ma médecin ya ma spécialiste ya tu ya humya ophtalmo ya macho waja somesana mu nouveaux images à la télé waka bloku mana vingina appareil waja kufanya hazina ma spécialiste yatu vavo wasi repara na vani rakoja je relance une formation déjà sur place. Ensuite, vukana misomo mwengi mukavalo nyuma journalist mono bavwa misomo ilomba wontu hatu hunu wasomesa na wanu wala mwenze wasisomesa jo wanyao vani ntongo muhimu na mis profite vona paris micro vani nimvochele marhaba son excellence alimamo Azala Soumani maana zindi jitihadi za pia afanyao arkubalia deja rahifanya journée zini rahifanya formation zini maana jelsi de waye na gouvernement yonzima zitogozini kazi zonje ndata za wasilvani amba kila mwaha watu wasifanya formation zini wasifanya misomo yini ili watu wajue wazihire wawadolo na problem za macho na wasirsimia population amba tunguza macho zozihiriha haraka be lazima kima mtu ande hospitali haraka lemana rahar was discours zatu rakorongwa watu wafanye consultation be wasi barnamaji ya ministeri simia Mungu upara ntini mwayeza ukambaringio wajau harvemiji rahizunguha rahifanya mametsia rahifanya consultation ili repare ununu wa macho shintu muhimu simvoshele marhaba i organisation mondiale ya santé ilomba waka toujours akutia yatu na maparteneri pia surtout wanzani watu wa Javani association terre d'ophtalmo na l'hôpital maarufu zijitihadi wasifanya pia ili watoe ya maradhi ya macho marhaba. Sur l'ophtalmologie, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette journée? Eh bien, cette journée rentre déjà dans le cadre des activités du programme national de lutte contre la cécité. Nous sommes déjà à la 15e année d'organisation de ces journées médicales d'ophtalmologie des Comores. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée d'aujourd'hui? D'abord, c'est une journée grandiose, mémoriale, dans la mesure où nous l'avons célébrée déjà au Palais du Peuple. Je remercie déjà les autorités de ce pays pour nous avoir déjà accepté d'abriter cette journée dans ce luxueux palais. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, cette journée qui est tant attendue a rassemblé des éminents orateurs de différents hôpitaux de Paris qui sont venus se mesurer avec les médecins comoriens. Et donc c'est un atout majeur puisque ça nous permet premièrement de renforcer la capacité du personnel médical et paramédical du pays, ça c'est de un, de rompre l'isolement géographique qui nous freine surtout puisque nous sommes dans un pays insulaire et l'insularité constitue un obstacle pour tout médecin ou infirmier qui veut aller se faire recycler ou assurer une formation continue dans son domaine. Et sur ce plan, justement, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir justement soutenir ces médecins qui n'arrivent pas à participer dans les séminaires pour pouvoir se recycler? Eh bien, la stratégie, c'est de mettre en place des journées médicales nationales d'ophtalmologie des Comores pour faire en sorte que ces médecins, que ce soit des médecins généralistes, que ce soit des infirmiers,
des étudiants en médecine puissent bénéficier de ces formations. Et ceci rentre aussi dans le cadre des objectifs du gouvernement comorien, puisque dans leurs objectifs, ils pensent aussi à la formation continue du personnel, de son personnel, que ce soit médical ou non médical. Donc nous avons pensé à cela pour pouvoir mettre en place cette notion de formation médicale continue dans ce pays. Quel bilan nous faites-vous justement de la cécité aux Comores et des maladies liées à la vie? Eh bien, la prévalence des maladies cécitantes aux Comores, nous avons fait une étude depuis 1996 avec le directeur de l'IOTA, de l'Institut ophtalmologique tropical pour l'Afrique, et nous avons évalué avec des hypothèses que la cécité aux Comores varie entre 0,6 et 0,8%. Mais une enquête nationale pour pouvoir évaluer la cécité n'est pas encore faite. C'est ce que nous souhaitions ou ce que nous suggérions à notre tutelle pour pouvoir mettre en place ou mener une enquête nationale pour avoir vraiment des statistiques fiables et raisonnables dans le domaine de la cécité oculaire. On vient de tenir aujourd'hui la cérémonie pour la célébration de la 15e journée ophtalmologique internationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette journée? Alors c'est une journée nationale d'ophtalmologie. Ce qu'on peut retenir de principal, c'est que c'est une journée de coopération internationale entre notre ONG Terre d'Ophtalmo et le service d'ophtalmologie et du plan national de lutte contre la cécité. C'est une fierté pour nous de pouvoir être ici présent. C'est un plaisir toujours renouvelé de pouvoir venir aux Comores pour cette journée. C'est maintenant la troisième journée, troisième année consécutive où nous venons. Et j'espère que c'est le début d'une longue coopération. Oui, il y a aussi le problème des formations, sur le problème insulaire et sur le recyclage aussi, où il y a des médecins ou disons des ophtalmologues qui n'ont pas les moyens de participer justement dans les colloques et les séminaires pour pouvoir se recycler. Comment ça va se passer justement pour pouvoir soutenir ces médecins? Alors c'est un de nos objectifs en tant qu'ONG, c'est un de nos objectifs, c'est la formation et le recyclage en personnels médicaux et ou paramédicaux pour soutenir la formation du personnel, la formation continue du personnel. Alors aujourd'hui, la principale démarche qui est en cours, qui est à l'initiative du ministère de la Santé, c'est la création d'une université de médecine ici aux Comores. Donc ça serait un formidable atout pour la formation des médecins, des futurs médecins comoriens. Nous serions ravis, à titre personnel, je pense que nous serions ravis de faire partie des formateurs éventuels pour la suite. Aujourd'hui, nous échangeons très régulièrement avec nos confrères comoriens. Là, l'avantage de la modernité, c'est la disponibilité des messageries instantanées, des mails, des systèmes comme Skype ou WhatsApp qui nous permettent d'échanger sur des cas très fréquemment et de pouvoir soutenir effectivement la formation comme ça. Dans votre intervention, vous avez fait allusion également des nouveaux appareils. Oui, alors nous sommes très fiers cette année d'avoir pu obtenir deux principaux appareils. L'un pour le diagnostic qui s'appelle l'OCT, c'est un scanner oculaire qui permet le diagnostic de deux pathologies très fréquentes ici aux Comores. La première, c'est le glaucome, qui est une pathologie extrêmement fréquente dont la fréquence augmente avec l'âge. C'est une pathologie qui nécessite un dépistage et qui est d'autant mieux traitée qu'elle est traitée précocement. Cette machine permet le diagnostic précoce des glaucomes, ce qui n'était pas possible avant, et donc d'éviter potentiellement de nombreuses cécités de patients aveugles. L'autre pathologie que permet de diagnostiquer cette machine, c'est l'atteinte ophtalmologique liée au diabète, qui est également une maladie fréquente aux Comores, et partout dans le monde d'ailleurs. Et donc ce scanner oculaire est arrivé en début d'année. En cette fin d'année, nous sommes très fiers d'avoir pu obtenir le financement et l'affrètement grâce au soutien du ministère de la Santé jusqu'aux Comores
d'une machine de phacoemulsification qui permet la chirurgie de la cataracte selon l'excellence des meilleurs standards internationaux. À titre personnel, c'est la machine que j'utilise au quotidien dans ma pratique à Paris. Et donc elle est aujourd'hui disponible, cette machine, au centre hospitalier El Marouf, aux Comores ici, et nous avons pu l'inaugurer cette semaine avec de nombreuses chirurgies. Pour vous donner à titre indicatif, nous avons pu, grâce à cette machine, opérer 2 fois plus de malades environ que les années précédentes, puisque cette machine permet non seulement d'opérer de manière plus sécure, avec des meilleurs résultats opératoires, mais également de manière plus rapide. Et sur l'afflux des malades ? Alors l'afflux, les malades sont toujours au rendez-vous. Je pense que la confiance est installée entre nos campagnes de soins et avec nos confrères comoriens et la population. Donc les malades étaient au rendez-vous et nous sommes très heureux d'avoir pu leur faire bénéficier de l'excellence de ces nouveaux matériaux justement.